Alors, bonsoir. Trouvez place autour d'une table, s'il vous plaît. Je me présente Michel Rioux. Je suis un ancien membre du conseil d'administration de Point Sud, vice-président et président pendant une période. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation de saluer notre ami Maurice Giroux. Il y a quelques personnes dont je voudrais signaler la présence. Madame Martine Ouellette, la députée de Vachon. Monsieur Bernard Brinville, le député de Marie-Victorin. Madame France Dubé, qui représente la mairesse Madame Saint-Hilaire, qui est la présidente de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Madame Carole Dussault, qui est la représentante de Madame Lamarre, la députée de Taillon. Alors, je salue aussi la présence de trois ex-présidents du conseil d'administration de Point-Sud, M. Stéphane Bouchard, M. Michel Brodeur et Mme Hélène Dupuis, qui va nous dire en 2 ou 3 minutes, qui va nous dire un mot pour saluer notre ami Maurice. Alors, j'ai décidé que je commençais par le négatif. Alors, pourquoi je dis le négatif? Parce qu'on s'est parlé récemment, et moi, j'arrive de France, où je suis allée faire un pèlerinage dans le Perche, où je suis allée méditer devant la maison de Toussaint Giroux, qui est né en 1633 sur la ferme Le Bignon à Réveillon. Et j'ai eu une pensée pour Maurice, et je me suis dit, en prenant les clichés, quand je vais revenir, je vais aller lui porter une belle photo de la maison, que je dirais une masure, de Toussaint Giroux. Alors, on se parle, puis là, il me dit, non, on n'est pas de la même lignée. Alors, quelle déception d'apprendre que les Giroux de Maurice et ma branche maternelle n'ont pas la même source. Alors, j'ai lu que tu étais allé en Provence faire un petit peu de travail, alors que j'étais dans le nord de la France. Ça va mal, hein? Ça ne marche pas notre affaire. Ma déception, c'est que j'aurais aimé qu'une tête aussi bien faite, comme disait Montaigne, toi qui aimes bien les grands classiques, fasse partie de ma famille. Alors, ça ne fait pas partie de ma famille, c'est mon petit côté négatif. Cette belle tête de philosophe, pleine d'histoire, de politique, de droit, de sociologie, d'économie, une belle tête d'humaniste finalement, réussit, grâce à un esprit et une analyse peu commune, à mettre en place une réflexion toujours judicieuse des événements qui se passent tant au niveau local que national. Maurice, c'est un intellectuel aussi pratique, qui a opté pour le journalisme comme moyen de communication pour le fruit de ses réflexions. Une communication toujours soutenue par une plume claire, coulante, concise et ô combien intéressante. Pratique, bien sûr, puisqu'il met en place des outils, il a mis en place des outils de communication pour rejoindre le plus grand nombre et s'intéresser à tout ce qui est communautaire et social. Moyens radiophoniques, papier, des journaux pour Point Sud, entre autres, et même électronique. Alors, notre point de rencontre à nous aura été avec le papier, c'est-à-dire avec Point Sud, et que de travail pour mettre au monde un journal. Mesdames, accoucher, ce n'est rien. Hein, c'est rien à côté d'un journal. Mais il a vu le jour. Le jour, ça dit quelque chose aussi, le jour? OK. Alors, j'ai vraiment apprécié de côtoyer ce bel esprit, dévoué, têtu, acharné, qui ne recule devant aucun obstacle pour atteindre ses buts, et ça, toujours dans le souci de préserver la liberté d'expression qu'il a défendue et qu'il défend toujours avec énormément de ténacité.
Il faut bien dire que derrière les hommes intéressants, il y a toujours une compagne. Et la compagne, qu'on connaît bien, c'est Claudette, qui soutient, qui a encouragé, qui calme, qui freine, qui, bien sûr, fait tout le travail plus discret. Cette Claudette qui est une femme tellement sympathique, chaleureuse et en plus toujours belle. Alors, Maurice, ta tête bien faite, toujours alimentée par des lectures, à chaque fois que je te vois, de réflexion. Tu es un homme de culture, un homme intéressant, curieux, et c'est une denrée rare. C'est une denrée rare, et par contre, c'est très essentiel dans une communauté d'avoir des gens comme toi. Absolument. Ça nous met dans la droiture, ça nous met dans la bonne réflexion, ça nous guide vers des moments de pensée plus réfléchis. Je te souhaite du bon temps, savoure-le, parce qu'il s'écoule pas mal plus vite qu'on ne le pensait quand nous étions très jeunes. Alors, finalement, dommage que tu ne sois pas dans ma lignée. Moi, j'ai préparé juste un petit mot à titre d'ancienne disciple de Maurice. Il ne dirigeait pas une secte, mais on était très, très fidèles à ses ordres à l'époque. Ça remonte quand même à il y a assez longtemps. Ma première rencontre avec Maurice, c'était en 1981. Et c'est assez facile de m'en rappeler parce qu'à l'époque, j'avais 22 ans. Vous pouvez faire le calcul maintenant, vous savez mon âge. Maurice, lui, il en avait 44. Alors, exactement 22 ans de différence. Ça ne peut pas s'oublier. Alors, c'est ça. Ça faisait 22 ans d'écart. Et pour moi, Maurice, c'était pas seulement un journaliste chevronné. C'était un monsieur d'un certain âge. À l'époque, je trouvais ça vieux, 44 ans. Et qui allait surtout devenir bientôt mon patron. À l'époque, Maurice, il venait de fonder l'agence Sud-Presse dans le but de couvrir l'actualité régionale de la Montérégie sur les plateformes qui existaient à l'époque. C'était la presse écrite, la radio, la télé. On est encore bien loin des cellulaires, de l'Internet et des réseaux sociaux. Alors, dans des locaux très modestes, puis au rez-de-chaussée de son propre appartement, Maurice a installé sa petite agence d'information régionale à Longueuil. Avec celui qui allait devenir mon compagnon de vie, Pierre Leboeuf, ici présent. J'ai eu la chance d'être recrutée dans l'équipe des jeunes collaborateurs dont Maurice s'était entouré. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont se rappeler de Michel Tremblay, reporter au sport à l'époque, et de Francine Comtois, qui était notre indispensable gestionnaire administrative. C'est donc sous la houlette de Maurice que ces novices ont appris les rouages du métier, ces novices que nous étions. Merci au projet Pige, ou je ne sais pas si c'était Pile, je ne me souviens pas vraiment de l'appellation, mais ces projets-là ont financé nos salaires pendant une période hautement formatrice. Parce que Maurice, ce travailleur infatigable, avait certes pas l'intention de nous laisser chômer, loin s'en faut. Très loin s'en faut. Nos journées étaient longues et nos nuits très courtes. Malgré notre inexpérience, Maurice n'a pas hésité une seconde à nous lancer dans la fosse aux lions sur tous les fronts. On n'osait jamais lui dire non parce que Maurice était un patron aussi exigeant, sinon plus, envers lui-même qu'à l'égard de ses recrues. Au début des années 80, l'agence assurait l'animation et alimentait en nouvelles les Réveils matins, une émission quotidienne d'information, et Rive-Sud Express, une revue hebdomadaire d'actualité au Canal 9, qui était la station de télé communautaire de Vidéotron à l'époque. Oh oui, sans compter nos topos diffusés dans différentes stations radiophoniques, CKBS, CJMS, CKAC, les articles aussi que nous écrivions sur une machine à écrire, même pas électrique à l'époque,
pour les journaux de la région, le Courrier du Sud, l'Œil régional, le Journal de Chambly, celui de Saint-Bruno, le Brossard Éclair, et j'en passe. Il me semble qu'il y en avait encore quelques autres. Armés d'un micro et d'un gros magnéto, nous montions à l'assaut des conférences de presse et des conseils municipaux de la Montérégie, des dîners-causeries de la Société pour le progrès de la Rive-Sud. J'imagine que c'est une société défunte, hein, ça fait un petit bout. De la Chambre de commerce de la Rive-Sud, des congrès des associations touristiques régionales, des assemblées de commissaires des commissions scolaires de la région. Bref, on n'avait jamais le temps de s'ennuyer quand on travaillait à l'agence. Pourtant, vers 1982, les jeunes employés de Maurice commencent à explorer d'autres horizons et plusieurs migrent alors dans la métropole. Mais aucun d'eux n'oubliera l'exceptionnelle formation qu'ils ont reçue dans l'agence Sud Presse, qui est l'ancêtre de CHAA-FM, de Point Sud et de Média Sud. Après tant d'années, qu'est-ce que Maurice a bien pu me léguer? Sur le plan professionnel, je dirais d'abord la curiosité, la rigueur, l'intégrité et le goût du travail bien fait. En plus d'une sainte horreur des phrases avec trop de pronoms relatifs, des qui, des que, des. Ça, Maurice n'aimait pas ça. Ce que je retiens de l'homme, c'est sa générosité, sa bienveillance, son ouverture d'esprit. Il en fallait beaucoup à l'époque avec ses jeunes recrues, et la fidélité à ses convictions. Pourquoi je considère Maurice comme mon mentor? Je l'ai souvent dit à plusieurs personnes que j'ai côtoyées dans ma vie professionnelle. D'abord, c'est parce qu'il m'a fait confiance, à moi qui ne connaissais rien au journalisme. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'en reviens pas. Mais aussi parce que chaque jour, je me réfère encore aux valeurs qu'il m'a transmises pour accomplir au mieux le métier que j'ai choisi dans le domaine de l'édition. Maurice est pour moi un champion et le restera toujours. Je me doute que c'est aussi le cas pour les nombreux jeunes qui vont continuer à marcher dans son sillon. Merci pour tout, Maurice Giroux. On me dit que Mme Carole Dussault veut remettre quelque chose au nom de Mme la députée Lamarre. Merci. Alors, Mme Lamarre, vous l'aurez compris, est retenue dans le cadre de ses fonctions de critique en matière de santé et d'accessibilité aux soins. Alors, elle m'a demandé de prêter ma voix à ce qu'elle souhaite vous remettre ce soir. Alors, il s'agit d'un certificat de l'Assemblée nationale et je vais vous lire son contenu. Alors, hommage à Maurice Giroux. Je rends hommage à un bâtisseur et à un visionnaire qui a donné une voix forte et distincte à la Montérégie. Il a su rapprocher les événements et les gens et inspirer une réflexion sociale essentielle. Merci. Diane Lamarre, députée de Taillon. Alors, je demanderai maintenant au député de Marie-Victorin, M. Drainville, de venir nous adresser la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Salut Martine. J'aimerais saluer aussi la présence de Nick Leblanc, qui a été président de la Chambre des député, dis-je, à la Chambre des communes pendant 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Salutations à vous tous. Maurice, je t'ai connu comme député en 2007. Et comme tu le sais, je suis un ancien journaliste, moi aussi. Alors, je pense que je suis capable d'en reconnaître un bon quand j'en vois un. Et j'ai vu en toi un très bon journaliste. Alors,
pour souligner tout le travail que tu as fait, tout ce que tu nous as apporté comme communauté, toute la contribution que tu as faite à notre communauté. J'ai décidé de te remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Et j'ai écrit un texte qui résume les raisons pour lesquelles je te la remets ce soir. Alors, si tu me permets, je vais te lire ce que j'ai écrit. Alors, Longueuil, le lundi 23 novembre 2015. Lors d'une soirée empreinte d'émotion, le député Drainville a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à M. Maurice Giroux pour souligner son engagement citoyen et sa contribution remarquable à la presse communautaire et indépendante. Maurice, c'est un incontournable dans la région. Incontournable pour son apport à la vie citoyenne et communautaire, incontournable pour sa carrière journalistique, incontournable pour sa recherche inlassable, dis-je bien, de la vérité. Il a toujours été d'une ténacité incroyable. Je peux vous dire qu'il ne lâchait pas le morceau facilement. En préparation d'un point de presse, je me demandais souvent quelle question Maurice pourrait bien me poser. Ça, c'est vraiment vrai, je peux vous dire. L'inscription gravée sur la médaille de l'Assemblée nationale évoque son immense contribution dans la région. Alors, ce qui est écrit sur la médaille que je vais te remettre dans un instant, Maurice, c'est ceci. À Maurice Giroux, modèle d'engagement citoyen et artisan de la presse communautaire et indépendante à Longueuil et dans la région. Maurice Giroux a toujours eu une conscience aiguë de la dimension morale des choses. C'est également un être curieux, vigilant, un débusqueur de vérité. Il recherchait inlassablement la vérité et ne se laissait pas intimider. Il veillait sur l'intérêt public, tel un aigle survolant la région, toujours à l'affût des magouilles et autres atteintes à l'intérêt public. On ne compte plus les scoops, les histoires qu'il a mis au jour dans tous les médias auxquels il a été associé. Maurice Giroux a été au cœur de l'actualité de la Rive-Sud des 40 dernières années, toujours dans l'optique d'informer, de dire la vérité, parce qu'il croit fermement à l'importance de la liberté de la presse dans l'exercice de la vie démocratique. Il a cette obsession de livrer une information libre et de qualité pour permettre à ses concitoyens de faire des choix judicieux et de prendre des décisions éclairées, bref, de bien jouer leur rôle de citoyen. Les citoyens de Longueuil et de la Rive-Sud ne savent pas tout ce qu'ils te doivent. En leur nom et en mon nom personnel, merci Maurice. Merci, M. Drainville. Alors, avant de passer la parole à Maurice, vous me permettrez que je dise 2 ou 3 mots. Maurice Giroux, on vient de le souligner, a fait un parcours qui est le contraire de celui généralement parcouru par les jeunes qui veulent monter dans les grands médias. Maurice était dans les grands médias. Il a été au Devoir, il y a 50 ans, il était au Devoir. Il était à la presse président du syndicat des journalistes pendant les événements d'octobre en 1970. Il a été au journal Le Jour, de l'aventure du journal Le Jour. Et il a consacré 30 ou 40 ans de sa vie aux médias communautaires, aux médias régionaux. Alors, plutôt que de monter vers Paris, comme on disait à l'époque, il est parti de Paris pour aller chez lui. Vous êtes peut-être savez-vous que
près du mont Orford, il y a un mont qui s'appelle le mont Giroux, c'est son père, c'est ton père qui a donné ce nom, qui a confié cette terre qui lui appartenait à l'État du Québec. Alors, Maurice, il y a un peu de Cyrano chez lui quand on disait c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, c'est un mont, c'est une montagne, c'est quelque chose de solide. Et c'est un entrepreneur dans l'âme. Ceux qui le connaissent savent qu'il y a un côté pitbull. Je dirais que c'est une tête de cochon, mais une magnifique tête de cochon. Alors, je lui demanderai de venir nous dire un mot, Maurice. Je vais rester assis, pour le moment en tout cas. Heureusement que ce n'est pas un bien cuit. Au début j'avais peur que ce soit un bien cuit, mais ça commençait tantôt, là. Mais juste une petite correction, c'est pour mon père, c'est qu'il était avocat, il était conseiller législatif dans la région de l'Estrie, il était un ami de Duplessis, et en 1937, un an après ma naissance, les astres ont fait que le parc du Mont-Orford a été créé et que lui, pendant qu'il était malade, il a travaillé jusqu'à la dernière minute pour le Mont-Orford. Donc, c'est beaucoup d'émotion pour moi là-dessus, juste de le dire aujourd'hui. Parce que quand il est décédé, j'avais 8 ans. Ça marque un homme. Donc, j'ai apporté des instruments de travail. Je pense que vous allez vous amuser un petit peu. En fait, j'avais 3 sujets. Parler de ma famille, parler du projet de... Je suis en train d'écrire un journal électronique. J'ai 50 pages de fait déjà, sur mes aventures journalistiques. Le deuxième sujet, ça serait aussi un autre sujet, ça serait de parler justement des médias communautaires actuellement sur la Rive-Sud. Ça ne va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. Donc, je vais commencer par le début, à savoir que je vais parler généalogie. Jusqu'à l'année 2006, et pour répondre à Hélène, me disculper finalement, c'est que jusqu'à 2006, on avait la brique de l'Institut Gabriel Drouin qui nous faisait descendre de Toussaint-Giroux, puis aussi d'une autre famille Giroux, dont j'ignorais encore les distances, en 2006. Alors, c'est grâce à... Tenez-vous bien, là. C'est grâce à M. Charret si je me suis intéressé à la généalogie des Giroux. Tout aussi simple que ça, parce que quand il a voulu vendre le Mont-Orford, on s'est précipité, moi et ma fille, qui avait fait un certificat en histoire du Québec, on s'est précipité aux archives nationales, regarder les boîtes qu'il y avait là, parce que les gens qui étaient contre la vente voulaient avoir des preuves que c'est des terrains qui avaient été achetés par le gouvernement. C'était des terrains dédiés. Il y a eu un recours collectif là-dessus, mais ça n'a rien donné. De toute façon, Mme Beauchamp a mis la clé a fermé ce dossier-là parce qu'ils ont reculé. Ils ont reculé. Mon Dieu, je peux vous donner la date. C'est quand M. Charret est venu à Saint-Hubert pour l'élection partielle, M. Diamond. Et il m'a salué. Il dit, M. Giroux, vous étiez en conflit d'intérêt, vous. Comment ça? Il dit, vous avez écrit dans le journal des choses sur le Mont-Orford. Fin de la citation. OK. Donc, c'est dans 2006 qu'on a appris que notre lieu d'origine n'était pas le Poitou ou la Normandie, mais c'était tout simplement un petit village dans le département du Var qui s'appelle Lorgue. Et il y avait un village à côté qui s'appelait Antocasto. Alors, mon ancêtre est né dans cette région-là. Et j'avais commencé dès 2010 à aller voir s'il y avait des survivants Giroux dans le territoire. Tout ce qu'on a pu trouver, c'est que Jacques Giroux, qui est mon ancêtre direct, était un soldat qui a quitté
son foyer natal, pour faire partie des régiments qui sont venus en Nouvelle-France avec Montcalm. Donc, il y a eu 3500 soldats français qui sont arrivés avec Montcalm en 1756. Et le régiment dans lequel était Jacques Giroux est allé à 7 batailles différentes. Bon, les principales sont connues, Plaine d'Abraham, Carillon. Ensuite, il y en a une aussi. En tout cas, je ne les ai pas toutes, là, mais il a participé à 7 batailles. Il s'en est sauvé partout. Là. Il n'a pas été atteint. Donc, ça explique un peu, peut-être, l'individu que je suis, batailleur. Parce que cette dynastie-là, pas la dynastie, mais l'arbre généalogique des Giroux, ça commence lorsque le soldat, au lendemain de la conquête de Montréal, de la capitulation de Montréal, il s'est marié à Contrecoeur, pas à Contrecoeur, mais à l'église de Contrecoeur, avec une jeune Française, où je pense qu'il a connu, pendant les hivers que Montcalm était au Québec, les soldats bivouaquaient. Et lui, il bivouaquait sur la rive sud, de Sorel à la Prairie. Je pense qu'il a rencontré quelqu'un de son goût là, à ce moment-là, dans la famille. Et la dame s'appelait Dauphinet. Donc, Dauphinet, je n'ai pas fait enquête encore là-dessus. Mais ça serait bon de voir qu'est-ce qui est arrivé de la section du côté de mon aïeul femme. Donc, ça va pour la généalogie. Ma famille. Je vais vous parler un peu beaucoup de mes parents, qui aussi ont eu une influence considérable sur moi. À savoir que, bon, je vais parler de ma mère en premier. Alors, Juliette Bolduc a accouché de Maurice Giroux le 17 novembre 1936. Et pendant les premières semaines, nous habitions le château Frontenac. Pourquoi? Étant donné que la famille était originaire de Carmelsville, Sweetsburg, qu'est-ce qu'on faisait là? Il y avait plusieurs raisons. C'est que toute la famille de ma mère habitait la côte de Beaupré. Son père était médecin, Jean-Baptiste Bolduc. Et quand Jean-Baptiste Bolduc, comme médecin, est devenu aveugle, pendant les 20 années suivantes, ma mère, qui avait 17 ans et plus à ce moment-là, elle lui lisait à tous les soirs les journaux de Québec. Alors, elle était très politisée, ma mère, parce qu'elle lisait constamment sur la politique, d'autant plus que son père était libéral, puis que l'ouverture Giroux, mon père, était conservateur bleu comme ça, là. Alors, ça explique un petit peu là, l'influence l'influence familiale à plusieurs points de vue. Je me souviens que lorsque nous avions une maison à Norton, au lieu d'avoir une chambre avec porte fermée, je dormais sur une petite mezzanine où il y avait la bibliothèque de la famille. Donc, j'ai dormi avec les livres. Puis, mon premier livre, je l'ai lu à 5 ans. Alors, ça explique un petit peu là, la façon dont j'ai cheminé au point de vue professionnel. Maintenant, dans le livre que je suis en train de préparer, c'est l'histoire des... comment dire? Il faut que je me pèse mes mots. Des obstacles ou les empêchements ou les atteintes à la liberté d'expression. J'en ai au moins une vingtaine là, qui sont assez importantes. Je ne vous en parlerai pas des 20, mais je peux vous en parler quelques-unes pour vous mettre un peu en appétit. Parce que le livre va être fait sur un site Internet, dans le but d'avoir des hyperliens avec des documents, des photos, etc. Donc, il va être évolutif. Et puis, j'aimerais même voir à ce que les gens de qui je vais parler
vont pouvoir répondre si je suis à côté de la traque. Ils pourront envoyer un texte, envoyer des remarques, bonnes ou mauvaises. Donc, la première fois qu'on m'a empêché de faire du journalisme, c'est au séminaire de Saint-Jean, où j'ai été pensionnaire 8 ans. Ça aussi, ça marque un homme. Alors, 8 ans. Mais en belles lettres, pour ceux qui savent comment ça marche, là, belles lettres, ensuite, il y a les deux philosophies. J'avais commencé à inciter, en 1955 à Saint-Jean, à inciter les finissants de Philo 1 et Philo 2 à écrire des textes qu'on mettrait au babillard de la salle de récréation. Ça a marché un petit bout de temps. Puis à un moment donné, il y a eu une plainte, peut-être, d'un des philosophes que j'ai harcelé. C'est allé aux oreilles du directeur des étudiants. Celui-ci m'a convoqué à un moment donné à son bureau, mets-toi à genoux, mets ta main comme ça, donner des tapes de tapis avec une règle en plastique. D'autres étudiants y allaient pour d'autres raisons, comme fumer en cachette ou lire des livres pas permis. Mais moi, c'était pour avoir voulu avoir un journal étudiant affiché sur le mur. Ça, c'est la première. La deuxième, celle qui a permis que je devienne journaliste à temps plein à la presse, c'est qu'une fois rendu, j'ai ma licence en droit, mais ça m'a pris 3 facultés de droit pour l'avoir. Alors, j'ai commencé à Montréal. J'ai réussi ma première, manqué ma deuxième, parce que tout ce qu'on faisait, c'était de la politique étudiante. C'était à l'époque où les étudiants demandaient à Duplessis de la gratuité scolaire. J'ai manqué ma deuxième année. À l'époque, on se disait, ceux qui avaient manqué l'examen, on s'en va à Sherbrooke, en faculté de droit, c'était un peu géré comme un collège classique. On avait un système de surveillance où, tous les samedis matins, il y avait un examen pour voir si on étudiait bien. Là. Et puis, au mois de novembre 1960, j'ai été convoqué par... j'étais rendu à Sherbrooke pour faire ma 3e année. Alors, j'ai repris ma 2e année, j'ai commencé ma 3e, mais au mois de novembre 60, je suis convoqué parce que j'ai manqué 2 examens sur 12. Et là, on m'a dit, si M. Giroux, vous n'êtes pas ici pour faire du journalisme, vous êtes ici pour étudier le droit. Donc, ça, c'est le doyen de la faculté de droit, là. Mais je me suis aperçu qu'il y avait un autre motif pour m'avoir fait ce règlement-là. C'est que, oui, j'étudiais le droit. Oui, j'étais devenu directeur du journal étudiant de l'Université de Sherbrooke. Et oui, j'étais pigiste pour la presse, à 2 pas de la Tribune, qui était le journal du quotidien local. Ce qu'il n'a pas aimé, le propriétaire de la Tribune, M. Desruisseaux. J'ai découvert par la suite que M. Leblanc, je le nomme parce qu'il est décédé, c'était le conseiller juridique de la Tribune. C'est l'avocat, vous savez ce que ça veut dire. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de charte pour protéger les étudiants. Donc, dans le mois de novembre passe, en décembre, au moment où tout est en fête, tout ça, j'ai manqué un examen du samedi matin en droit canon, en droit public de l'Église, une matière culturelle, comme le droit romain, tout ça. Je regarde monsieur l'avocat ici, là, je fais rire. Alors, j'ai manqué l'examen. Et de fait, le 4 janvier 61, la révolution tranquille n'était pas passée à Sherbrooke encore, j'ai eu ma lettre de renvoi et je suis devenu journaliste à temps plein. Et ce qui a fait que pour la presse, et après ça, je suis allé en Europe étudier en sciences politiques et en journalisme. Donc, ça fait une espèce d'explication de la façon dont j'ai procédé en faisant beaucoup de recherches. Vous voyez sur les tableaux ici, là, on a sorti les photocopies. On a photocopié les premières pages des principales publications concernant la politique municipale à Longueuil. Ça se lit comme
des petits pains chauds, là, mais ça a brassé pas mal. Parce que dès l'arrivée au pouvoir de M. Olivier, il est arrivé un incident, c'est que son responsable des communications avait acheté 2 pages de publicité pour le mois de juin. C'est l'élection qui est en vue de la fusion municipale. Alors, donc, la première page est passée, mais pas la deuxième. Elle a été coupée. J'ai eu le malheur d'écrire un éditorial dans le journal pour dire que M. Olivier, ça s'appelait Les pantalons de M. Olivier. Lors d'un point de presse à Boucherville, en présence de la mairesse, il avait sommoncé les villes qui voudraient revenir à la diffusion, malgré qu'il y a eu fusion. Donc, il n'a pas aimé l'éditorial et il l'a coupé. Alors là, la voie était vraiment libre maintenant pour parler de M. Olivier. Et malheureusement pour lui, il a connu une carrière difficile pendant les 5 ou 6 années suivantes, jusqu'à 2005, parce qu'on a sorti toutes sortes de choses, notamment le fait qu'un contrat sans soumission avait été accordé à sa belle-sœur de fait. Seulement, cette épopée-là a pris beaucoup de notre temps. Même ma famille a participé indirectement à mon enquête parce qu'il fallait qu'on prouve que la notaire qui avait obtenu le contrat de 10 000 était vraiment la belle-sœur de M. Olivier. On s'est ramassé dans le canton de l'Est à chercher après une maison qui nous avait été indiquée par... Je vous dis bien franchement, on a consulté un policier à la retraite, le SQ. Lui, il a découvert le village. Nous, on a découvert la porte d'entrée de la maison qui était gardée par un Hells. On a quitté en janvier, ça. En janvier, un peu plus d'années. Là. On a eu la peur de notre vie quand on a vu le gars nous dire « Qu'est-ce que vous faites ici? » Bien, on dit on cherche un chalet à louer pour l'été. Mais non, c'était, en fait, le domaine de M. Claude Olivier était caché par les boisés. On est tourné à Longueuil en vitesse. Bon. Je pense que j'ai fait le tour de quelques d'autres. Là, il y a eu la fameuse poursuite de Mme Prudhomme. Présidente de la compagnie de l'école de pilotage qui nous a poursuivis pour 110 000 Ça, c'était un peu le début de la fin pour Mediasud.sud parce que ça nous a coûté quand même assez cher de faire juridique, même si un juge nous a libérés de toute faute. Vous voyez, il y a une page là, qui dit que le juge nous a exonérés de toute blâme concernant la diffamation. Par contre, on avait demandé, vu que Mme Prudhomme avait été à la tête d'un chiffre d'affaires de 15 millions par année, on a essayé d'avoir invoqué le Code civil pour les pratiques abusives, les poursuites abusives. Ça, le juge ne l'a pas donné. Il n'a pas donné non plus des frais de 20 000 qu'on avait assumés face à tout ça. Donc, ça, c'était le gros événement de l'année 2010-2011 en ce qui nous concerne. Et c'est là que ça a commencé à être difficile de faire du journalisme sur la Rive-Sud. Il y a une chose que je pourrais vous dire aussi, c'est que pourquoi avoir tant aimé la politique comme observateur, là, pas nécessairement comme politicien, je ne l'ai jamais été, mais c'est que dans la famille, il y a à peu près dans la famille élargie, Giroux-Bertrand-Turmel, il y a à peu près 15 avocats. Là, depuis 2-3 ans, il y a aussi 2 cousines. Ça fait du monde, ça fait pas mal d'avocats dans la famille, ça. Quand tu dis que quand on pense que mon grand-père était candidat conservateur à Ottawa et à Québec, mon père était candidat conservateur dans Bromissisquoi en 1931, la fameuse année
où il y avait des boîtes à double fond, que les libéraux avaient placé des boîtes à double fond. Il y a eu une contestation, une tentative de contester toute l'élection, ça a été refusé. Donc, ils ont donné beaucoup. Mon grand-père était président de la commission scolaire, mon père aussi à un moment donné. Ils étaient très impliqués au plan local. Et puis, quand j'étais à la petite école, la même école où mon père était président ou secrétaire trésorier, j'arrivais premier en géographie parce que je pouvais nommer les noms des députés au fédéral, au provincial, y compris le nom du délégué apostolique à Ottawa. Donc, j'arrivais toujours premier quand la salle nous posait des questions sur les actualités. Alors, donc, la légende urbaine, c'est ça, j'ai répondu. Oui, ben ça a été dit par l'hommage que j'ai eu de Mme la mairesse la semaine dernière. J'ai ici, en arrière, le dernier numéro de Point Sud dans lequel Mme Saint-Hilaire a fait un éloge dithyrambique. Vous pouvez lire le texte intégral dans le journal qui est à la porte là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Visionnaire, ben moi, à la conférence des maires, j'ai vu les maires. L'autre face cachée du monde politique, c'est les maires à leur meilleur ou à leur pire dans une réunion. Parce qu'à ce moment-là, il était question justement de fusion municipale et puis il y avait une dissension entre les différents maires. Donc, j'ai vu comment ça fonctionnait là. Les coups étaient donnés. C'est assez mémorable. Et la conférence des maires est tombée par elle-même, justement à cause de ces divisions-là. Et il y a aussi la conférence des maires, par contre, a donné naissance à l'Office des congrès du tourisme de la Rive-Sud, mais ça n'a pas duré. Une fois que la subvention de 150 000 par année pendant 3 ans, payée par la Montérégie, les maires n'ont pas voulu continuer de maintenir en vie l'Office des congrès qui allait très bien. Parce que là, ils avaient peur d'être obligés de payer pour les CLD aussi. Donc, il y avait différentes raisons de ne pas vouloir maintenir le tourisme. Pourtant, le dossier touristique est toujours à l'ordre du jour de la ville de Longueuil. Là. Je ne sais pas où ça en est rendu, là, mais la ville a tenté d'avoir une portion plus importante de promotion dans les publicités gouvernementales, dans les publicités de l'association touristique. Tantôt, on a dit que ça m'avait pris 3 facultés de droit pour avoir ma licence. Je dois dire que ça m'a pris 2 épouses pour pouvoir faire ma carrière. Je présente Mme Nicole Théoret, qui est ma première épouse. Puis je pense qu'ils vont aller au ciel, certains, là. Nicole a vécu particulièrement l'épisode où, étant au journal Le Jour, qui était en faillite, il y a des jeunes journalistes qui ont été mis à la porte lors d'une réunion du conseil d'administration du jour, où siégeaient les représentants des journalistes. Il y avait une société des éditeurs, une société des journalistes, et on avait un poste qui nous appartenait. Donc, c'était fait en catimini, ce renvoi global de s'élever à la maison à Sainte-Julie en pleurs parce que ces jeunes-là avaient été mis cavalièrement dehors parce que le journal était mal géré au départ. Donc, merci Nicole de m'avoir enduré pour ça aussi. Moi, j'avais une question au sujet des accomplissements professionnels. Maurice, il y en a eu beaucoup sur une très longue
est-ce que j'ai le droit de le dire? C'est la défaite du PML en 2009. Autrement dit, le dossier Goyette. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Une petite vite. Dans la vingtaine de personnes qui m'ont rabroué, il y a Daniel Johnson. Lors de la fameuse conférence constitutionnelle de 1968, quelques mois avant sa mort, j'étais à Ottawa et il s'approche de moi, il dit « espèce de scout ». Où? Puis il s'en va. Je n'ai pas eu le temps de répondre, là. Fait que, il avait publié l'année précédente « Égalité ou indépendance ». Ça, c'est la version populaire, mais il m'avait aussi donné quelque chose Maurice Giroux, dont j'admire l'esprit de travail. Mes hommages, Daniel Johnson, novembre 1967. Pourquoi il n'était pas de bonne humeur contre moi? C'est parce que moi, en 1967, j'ai publié un petit livre qui s'appelle La pyramide de Babel, essai politique sur la crise des deux nations canadiennes par Maurice Giroux. C'est une étude sur les structures de l'acte d'union, les structures politiques avec tous les votes, les parlements, les cabinets qui tombaient un après l'autre sous l'acte d'union, qui a conduit à la Confédération. En fait, c'est à cause de l'acte d'union qu'il y a eu une confédération. Et dans son livre, il a été aidé pour faire son livre, là. Pierre Godin, qui a fait la biographie de Johnson, en parle. Dans son livre, il a fait une confusion entre la nation-État et la nation sociologique, la nation politique. Donc, pour lui, la souveraineté, l'égalité, c'était l'égalité de tous les francophones au Canada par rapport au reste du Canada. Ça ne tenait pas debout du tout. Il y a 5 pages de mon livre qui lui est consacré à M. Johnson. En tout cas, il n'a pas aimé que je contredise. C'est un beau projet quand même. Ça pourrait être encore d'actualité. Mais ceci dit, si vous me demandez quel serait mon rêve maintenant, après avoir écrit un livre sur mes activités professionnelles, j'aimerais ça pouvoir écrire un deuxième, revenir à la charge pour le 350e. C'est ça, hein, 350e dans 3 ans. Là, il va y avoir une marée de publicité, de promotion en faveur de ce 350e. Mais j'aimerais ça écrire un livre sur le rôle ou le non-rôle qu'a joué Georges-Étienne Cartier à la Conférence de Québec, où tout s'est passé à huis clos, et où lui faisait du lobbying pour ses chemins de fer. J'aimerais ça pouvoir écrire là-dessus. Dans ma bibliothèque, j'ai à peu près une 15aine de volumes qui traitent de Georges-Étienne Cartier par différents historiens. Que je fais comme une espèce d'enquête auprès des historiens patentés pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit chacun de l'attitude de M. Georges-Étienne Cartier pendant que tout se décidait. À cette conférence-là, il y avait 33 délégués, dont seulement 3 francophones, dont M. Cartier. Alors, on se demande pourquoi des dossiers comme le pétrole, le fleuve Saint-Laurent, les chemins de fer, tout ça nous a échappé. Et la question de la langue française dans les autres provinces, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Mes relations avec M. Johnson puis avec l'Union nationale ont été un petit peu bizarroïdes parce que mon beau-frère, Jean-Jacques Bertrand, qui autrefois était libéral mais qui est devenu Union nationale grâce à mon père, il était élu dans Bromésiquois. C'était pas clair, là, comment je me comportais avec lui. Donc, quand le délégué général a dit que je ne pouvais pas me rendre à Paris si j'écrivais, je ne sais pas si ça s'est discuté
à son niveau. Je n'ai jamais demandé rien à mon beau-frère, jamais, jamais. Mais je sais qu'ils n'ont pas aimé, la famille Bertrand n'a pas aimé du tout le fait qu'étant directeur de chef de pupitre à la presse, à un moment donné, il y a eu un sondage CROP et on m'a demandé de faire un article là-dessus. Ben, je l'ai fait, mais le titre de l'article, c'était l'Union nationale pique du nez. Alors ça, c'était deux semaines avant les élections de 1970, où M. Bourassa a gagné les élections. Donc, j'en ai parlé un petit peu à la famille, mais je ne sais pas si ça peut avoir joué. Aucune idée. Alors, merci Maurice. Je pense que tout ce que tu as raconté, on sent que ça a été une vie fort bien remplie et qui a été, je dirais, connectée avec le monde réel, avec le monde social, le monde politique. Et pour ça, bien, tous ceux qui sont ici, toutes celles qui sont ici, te remercient. Et en terminant, je demanderai à Mme Martine Ouellette de venir. On me dit qu'elle a quelque chose à te remettre. Merci. Un petit cadeau symbolique. Moi, j'ai connu Maurice, ça fait 25 ans. J'étais jeune militante au Parti québécois de Taillon à l'époque. Donc, c'est là qu'on s'est connus. Et moi, je veux reconnaître ta volonté de t'impliquer au niveau de l'information locale. Parce que j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup dans les régions. Et vous savez, c'est pas facile quand on est dans la grande région de Montréal de pouvoir avoir de l'information locale. Et Maurice, vraiment, a mis beaucoup d'efforts pour qu'on puisse avoir de l'information et déterrer des dossiers pas toujours simples. Il en a parlé un petit peu, l'aéroport de Saint-Hubert, d'ailleurs toujours pas terminé, toujours pas réglé 5 ans plus tard. Et aussi des dossiers, des fois peut-être plus délicats, comme celui de la construction résidentielle et du dézonage. Donc, je pense qu'il ne s'est jamais gêné pour aborder des dossiers qui sont difficiles, des dossiers qu'il savait qui pouvaient peut-être lui nuire parce que les personnes impliquées avaient beaucoup à perdre. Et lui, ne s'est jamais arrêté à ça pour pouvoir fouiller ces dossiers-là, qui étaient des dossiers souvent pas toujours net. Et je pense que ça, il faut le féliciter de toute cette information-là, sa rigueur et sa grande honnêteté. Et en terminant, permettez-moi aussi de saluer Pierre Desgirard, qui a été maire de Saint-Hubert de 88 à 96. Donc, avant que je fasse de la politique à Saint-Hubert, mais j'en ai beaucoup entendu parler, donc ça me fait plaisir. Et Bernard, mais aussi, Bernard a fait un petit lapsus tantôt qui n'en était pas un, en présentant Nick Leblanc en disant président de la Chambre, puis non député du Bloc, mais oui, aussi président de la Chambre de commerce de Longueuil. Et juste en terminant, j'y pensais. Moi, j'aimerais ça que, dans son dernier chapitre sur son livre sur Cartier, qui saute plusieurs années, parce que c'est sur les chemins de fer, et ça m'adonne que de ce temps-ci, je travaille beaucoup là-dessus. Et on a un autre personnage qui, en 1995, a privatisé les chemins de fer, et moi, je me demande bien pourquoi aussi. Le mot de la fin, j'espère. Mais il manque une concertation des médias communautaires. On a fondé une coop qui ne fonctionne pas parce que Point Sud s'en est désisté. On avait placé aussi une structure de partage des coûts d'imprimés par un journal Tête Bêche. Ça a tout été mis à terre. On a fermé les portes à clé, je n'ai pas pu avoir accès. Il y a eu un putsch, en fait, à Médiasolia au mois de mai dernier. Je ne sais pas du tout où Point Sud s'en va. Je ne sais pas du tout. C'est un demi-journal, le Sommet de la culture et du communautaire. Dedans, il n'y a rien sur l'économie, il n'y a rien sur le transport, il n'y a rien sur c'est un demi-journal, c'est simple que ça. Et puis moi,
bon, c'est dans un sens, c'est mon bébé aussi, là. Mais moi, je ne pensais pas que mon bébé tombait dans des mains qui ont servi plutôt à démolir ce que j'avais mis en place pour sauver la mise. Donc, moi, je ne fais pas de bataille là-dessus, ça c'est sûr. Hein, à la famille, on a dit qu'on tournait la page, mais je trouve que les citoyens devraient avoir le droit de parole là-dedans. Vous payez des taxes, les médias communautaires reçoivent de l'argent de la ville, et des députés provinciaux, fédéraux, etc. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui se lève debout là, avec... il va y avoir une assemblée générale bientôt à Pointe-Sud. D'ailleurs, tous les changements qui ont été faits sans l'accord d'une assemblée générale qui n'existe pas d'ailleurs. Il n'y a pas de membres. Donc, il faut qu'il y ait une assemblée en bonne et due forme du journal. L'Isla Sud est prêt à collaborer avec ça, avec les moyens qu'on a. Mais je lance un appel, ça c'est évident que faut que les citoyens s'en occupent. Alors, merci Maurice, merci tout le monde. Le député Pierre Nantel vient d'arriver. Alors, on le salue. Merci, Maurice.